dehors de l'instinct moral et esthétique, l'un de ceux qui ont pu chez certains individus se développer assez pour que l'école anglaise y vit un analogue du sentiment d'obligation, c'est le penchant si souvent invoqué en exemple par cette école, l'avarice. Mais même au point de vue étroit et encore grossier où nous nous plaçons ici, remarquons l'infériorité de ce penchant par rapport à l'instinct moral. L'avarice, en diminuant le confort de la vie, produit le même effet que la misère. Elle ne favorise pas la fécondité car l'avare a peur d'avoir des enfants. En outre, chez l'enfant dont le développement a été gêné par l'avarice paternelle, une réaction se produit fort souvent qui le pousse à la prodigalité. Enfin, raison décisive, l'avarice n'ayant pas d'unité sociale, d'utilité sociale, n'a pas été encouragée par l'opinion. Supposez une société d'avares, chacun n'aura qu'un but, transformer son voisin en prodigue, afin de mettre la main sur son or. Si pourtant, par impossible, des avares s'entendaient parfaitement entre eux et s'excitaient mutuellement à l'avarice, vous ne tarderiez pas à voir naître un devoir de parcimonie aussi fort comme sentiment que bien d'autres devoirs. Chez nos paysans français et surtout chez les Israélites, on peut trouver cette obligation peu morale élevée à peu près au niveau de devoirs moraux, des devoirs moraux. Un membre d'une société avare se sentirait sans doute plus obligé à la parcimonie qu'à la tempérance, par exemple, ou au courage. Il éprouverait plus de remords pour avoir manqué à la première obligation qu'aux autres. De ce qui précède, on peut déjà conclure, indépendamment de beaucoup d'autres considérations, que les différents devoirs moraux, formes diverses de l'instinct social ou altruiste, ne pouvaient pas ne pas naître, et qu'il n'en pouvait guère naître d'autres. Une nouvelle raison qui devait assurer le triomphe de l'instinct moral, c'est l'impossibilité d'assouvir le remords, de le faire cesser par une bonne action, comme on fait cesser la faim. La faim apaisée, la peine qu'on a éprouvée n'est plus qu'un souvenir vague qui s'efface. Il n'en est pas de même du remords. Le passé apparaît comme ineffaçable et à jamais cuisant. Au reste, tous les besoins qui ne sont pas trop purement animaux n'admettent pas non plus ces sortes de compensations que permet la faim ou la soif. Tel est l'amour. On peut regretter indéfiniment l'heure d'amour que vous offrez, la femme aimée, et que vous avez laissé échapper sans avoir pu la retrouver jamais. L'amant ne peut pas, comme dans une comédie de Shakespeare, remplacer une femme par une autre. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle, et moi j'y pense toujours. Enfin, l'avantage le plus considérable des instincts moraux, en tant qu'instincts, c'est qu'ils ont pour eux le dernier mot. Si je me suis dévoué, ou bien je suis mort, ou bien je survis avec la satisfaction du devoir accompli. Les instincts égoïstes, eux, sont toujours contrariés dans leur triomphe. Jouir de la satisfaction du devoir accompli, c'est oublier la peine qu'on a prise pour l'accomplir. Au contraire, la pensée qu'on a manqué au devoir apporte quelque chose d'amer jusque dans le plaisir. En général, le souvenir du travail, de l'attention, de l'effort déployé pour la satisfaction d'un instinct quelconque s'efface très vite. Mais le souvenir de l'instinct non satisfait persiste aussi longtemps que l'instinct lui-même. Léandre oubliait vite, avec Héro, l'effort déployé pour traverser l'Hellespont. Il n'eût pas oublié Héro dans les bras d'une autre amante. La mythologie grecque raconte que Léandre, demeurant sur la rive asiatique de l'Hellespont, rejoignait toutes les nuits son amante Héro, prêtresse d'Aphrodite, à Sestos, sur la rive européenne, en traversant la nage, guidée par une lampe placée par Héro en haut de la tour où elle logeait. Léandre périt la nuit où l'orage parvint à éteindre la lampe. Héro, voyant sa dépouille déposée sur la rive, se jeta du haut de sa demeure. Cette légende inspira plusieurs peintres et poètes romantiques, et Byron accomplit quant à lui la même traversée. L'instinct moral, une fois établi dans sa généralité, avec sa force en tension constante, dans quel ordre a-t-il donné naissance aux différents instincts moraux particuliers, dont la formule réfléchie constituera les différents devoirs, dans un ordre souvent inverse de l'ordre logique adopté par les moralistes. La plupart des moralistes mettent en premier lieu les devoirs envers soi-même, la conservation de la dignité intérieure. Ils placent ensuite les devoirs de justice avant les devoirs de charité. Cet ordre n'a rien d'absolu et l'ordre tout contraire s'est souvent produit dans l'évolution des penchants moraux. Le sauvage ignore le plus souvent la justice et le droit proprement dit, mais il est susceptible d'un mouvement de pitié. Il ignore la tempérance, la pudeur, etc.
et au besoin il risquera sa vie pour sa tribu. La tempérance, le courage sont en grande partie des vertus sociales et dérivées. La tempérance, par exemple, est encore dans les masses une vertu sociale. Si un homme du peuple au repas où on l'a invité ne mange pas et ne boit pas largement comme au cabaret, c'est plutôt par peur d'inconvenance ou par crainte d'une indigestion que par un sentiment de délicatesse morale. Le courage n'existe guère sous un certain désir de la louange, de l'honneur. Il s'est développé beaucoup, comme l'a montré Darwin par l'effet de la sélection sexuelle. Enfin, les devoirs envers soi-même, tels que les comprend un moderne, se ramènent en grande partie aux devoirs envers autrui. Les moralistes distinguent les devoirs négatifs et les devoirs positifs, l'abstention et l'action. L'abstention qui suppose qu'on est maître de soi, sui compos, maître de soi, compos sui. Et première au point de vue moral, c'est la justice, mais elle est beaucoup moins primitive au point de vue de l'évolution. Une des choses les plus difficiles à obtenir des êtres primitifs, c'est précisément l'abstention. Aussi ce qu'on nomme le droit et le devoir strict est le plus souvent postérieur au devoir large. Il offre au peuple primitif un caractère souvent moins obligatoire. Se jeter dans la mêlée pour secourir un compagnon apparaîtra à un sauvage et à bien des hommes civilisés comme plus obligatoire et plus honorable que de s'abstenir de lui prendre sa femme. Les Australiens, dit Cunningham, ne font pas plus de cas de la vie d'un homme que celle d'un papillon. Ils n'en sont pas moins susceptibles à leurs heures de charité, d'héroïsme même. Les Polynésiens pratiquent l'infanticide, sans l'ombre d'un remords, mais ils peuvent aimer très tendrement les enfants qu'ils ont jugé bon de conserver. Il y a dans l'effort qu'exige l'abstention un déploiement de volonté parfois plus grand que dans l'action, et moins visible. De là vient que les moralistes ont été portés à lui attribuer une importance secondaire. On ne sent pas l'effort d'Hercule soulevant un fardeau à bras tendus, précisément parce que ce bras est immobile et ne tremble pas, mais cette immobilité coûte plus d'énergie intérieure que bien des mouvements. Nous avons considéré jusqu'à présent le sentiment moral comme un sentiment conscient de son rapport avec les autres sentiments de l'esprit humain, mais non raisonné quant à son principe et à ses causes cachées, non philosophique en un mot. Que va-t-il se produire lorsque ce sentiment deviendra réfléchi, raisonné, lorsque l'homme moral voudra expliquer les causes de son action et la légitimer? À en croire Spencer, l'obligation morale qui implique résistance et effort devra disparaître un jour pour laisser place à une sorte de spontanéité morale. L'instinct altruiste sera si incomparablement fort que dans sa lutte, il nous entraînera. Nous ne mesurons même pas sa puissance parce que nous n'aurons pas la tentation d'y résister. Alors, pourrait-on dire, la force de tension que possède l'idée du devoir se transformera en force vive dès que l'occasion se produira, et nous n'en prendrons pour ainsi dire conscience que comme force vive. Un jour viendra, dit même Spencer, où l'instinct altruiste sera si puissant que les hommes se disputeront les occasions de l'exercer, les occasions de sacrifier et de mort. Spencer va plus loin. Il oublie que si la civilisation tente à développer indéfiniment l'instinct altruiste, si elle transforme peu à peu les règles les plus hautes de la morale en simples règles de convenance sociale, presque de civilité, d'autre part, la civilisation développe infiniment l'intelligence réfléchie, l'habitude de l'observation intérieure et extérieure, l'esprit scientifique en un mot. Or, l'esprit scientifique est le grand ennemi de tout instinct. C'est la force dissolvante par excellence de tout ce que la nature seule a lié. C'est à l'esprit révolutionnaire, il lutte sans cesse contre l'esprit d'autorité au sein des sociétés. Il luttera aussi contre l'autorité au sein de la conscience. Quelque origine qu'on attribue à l'impulsion du devoir, si cette impulsion n'est pas justifiée par la raison, elle pourra se trouver gravement modifiée par le développement continu de la raison chez l'homme. La nature humaine, disait un douteur chinois, Mencius, le disciple fidèle de Confucius, est si malléable et si flexible qu'elle ressemble à la branche du sol. L'équité et la justice sont comme une corbeille tissée avec ce sol. Mais l'être moral a besoin de se croire un chêne au cœur ferme, de ne pas se sentir céder comme le sol au hasard de la main qui le touche. Si sa conscience n'est qu'une corbeille tissée par l'instinct avec quelques branches voyantes, la réflexion pourra bien défaire ce que l'instinct avait fait. Le sens moral perdra alors toute résistance et toute solidité. Nous croyons qu'il est possible de démontrer scientifiquement la loi suivante. Tout instinct tend à se détruire en devenant conscient. On nous a fait sur ce point en France comme en Angleterre un certain nombre d'objections tendant à établir que les théories morales
sans influence sur la pratique, nous avions montré que le sens moral, si par hypothèse on le dépouille de toute autorité vraiment rationnelle, on trouve réduit au rôle d'obsession constante toute hallucination. On nous a répondu que le sens moral n'a rien de commun avec une hallucination, car il n'est pas du tout un jugement ni une opinion. La conscience n'affirme pas, elle commande, et un commandement peut être sage ou fou, non vrai ou fou. Mais dirons-nous à notre tour, ce qui constitue précisément le caractère non sensé d'un commandement, c'est qu'il ne s'explique point par des raisons plausibles, c'est-à-dire qu'il correspond à une vue fausse de la réalité. Tout commandement renferme ainsi une affirmation, et implique non seulement folie ou sagesse, mais erreur ou vérité. De même, toute affirmation renferme implicitement une règle de conduite. Un fou n'est pas seulement trompé par les idées qu'il possède, il est dirigé par elles. Nos illusions nous commandent et nous gouvernent. Le sentiment moral qui l'empêche de tuer agit sur moi, comme sentiment par les mêmes ressorts que le penchant immoral qui pousse un maniaque à tuer. Nous sommes mus tous deux de la même manière, mais d'après les motifs ou des mobiles contraires. Il faut donc toujours en venir à examiner si mon motif, à moi, possède plus de valeur rationnelle que celui de l'assassin. Tout est là. Si maintenant, pour apprécier la valeur rationnelle des motifs, on s'en rapporte à un critérium purement positif et scientifique, il se produira un certain nombre de conflits entre l'utilité publique et l'utilité personnelle, conflits qu'il est bon de prévoir. Quant à espérer que l'instinct pourra trancher ces conflits à lui seul, nous ne le croyons pas. Au contraire, l'instinct se trouvera de plus en plus altéré chez l'homme par les progrès de la réflexion. Nous ne saurions donc nous accorder avec nos critiques d'Angleterre sur ce point essentiel. L'éthique, qui est une systématisation de l'évolution morale dans l'humanité, est-elle sans influence sur cette évolution même et ne peut-elle en modifier le sens d'une façon importante? En termes plus généraux, tout phénomène qui arrive à la conscience de soi ne se transforme-t-il pas sous l'influence même de cette conscience? Nous avons remarqué ailleurs que l'instinct de l'allaitement, si important chez les mammifères, tend de nos jours à disparaître chez beaucoup de femmes. Guyot s'inquiète de la baisse du taux de fécondité dans la population française. Il y voit un danger pour l'humanité elle-même, dans la mesure où une population qui juge civilisée, c'est-à-dire ayant atteint un niveau plus élevé de développement moral, ne pourrait être suffisamment représentée dans le mélange des races, terme qui n'a pas chez lui que chez Darwin le sens péjoratif que les théories et pratiques racistes lui feront prendre. Ce mélange lui paraît inéluctable et résultait notamment des progrès techniques. Il y a un phénomène bien plus essentiel encore, le plus essentiel de tous, celui de la génération qui tente à se modifier d'après la même loi. En France, où la majorité du peuple n'est même pas retenue par des considérations religieuses, la volonté personnelle se substitue partiellement dans l'acte sexuel à l'instinct de reproduction. De là, en notre pays, l'accroissement très lent de la population qui produit à la fois notre infériorité numérique sur les autres nations continentales et notre supériorité économique, très provisoire d'ailleurs et déjà compromise. Voilà un frappant exemple de l'intervention de la volonté dans les sphères des instincts. L'instinct n'étant plus protégé par une croyance religieuse ou morale devient impuissant à fournir une règle de conduite. La règle est empruntée à des considérations toutes rationnelles et généralement à des considérations de pure utilité personnelle et nullement d'utilité sociale. Le plus important devoir de l'individu, c'est pourtant la génération qui assure la durée de la race. Aussi, dans bien des espèces animales, l'individu ne vit que pour engendrer, et la mort suit immédiatement la fécondité. De nos jours, ce devoir primitif dans toute l'échelle animale se trouve relégué au dernier rang chez la race humaine, chez la race française qui semble poursuivre de propos délibérés le maximum de l'infécondité. Il ne s'agit pas ici de blâmer, mais de constater la disparition graduelle et nécessaire de la religion et de la morale absolue nous réserve beaucoup de surprises de ce genre. S'il n'y a point à s'en épouvanter, au moins faut-il chercher à les prévoir dans un intérêt scientifique. Autre remarque, le simple excès de scrupules peut en venir à dissoudre l'instinct moral. Par exemple, chez les confesseurs et chez leurs pénitentes. Bagéor remarque de même qu'en raisonnant à l'excès sur la pudeur, on peut l'affaiblir et graduellement la perdre. Bagéor, journaliste britannique, 1826-1877, est l'auteur d'un Physique and Politique en 1872. Toutes les fois que la réflexion se porte constamment sur un instinct, sur un penchant spontané, elle tend à l'altérer. Ce fait s'expliquerait peut-être physiologiquement par l'action modératrice de l'écorce grise sur les centres nerveux secondaires et sur toute action réflexe. Toujours est-il que si un pianiste, par exemple, joue par cœur un morceau appris mécaniquement,
il faut qu'il le joue avec confiance et rondeur, sans s'observer de trop près, sans vouloir se rendre compte du mouvement instinctif de ses doigts. Raisonner un système d'action, réflexe ou d'habitude, c'est toujours le troubler. L'instinct moral que l'évolution tente à fortifier de tant de manières pourra donc recevoir quelque altération du développement excessif de l'intelligence réfléchie. Il faut distinguer sans doute avec soin dans la morale les théories métaphysiques et la moralité pratique. Cette distinction, nous l'avons faite nous-mêmes ailleurs, mais nous ne pouvons accorder aux philosophes anglais que les théories n'influent jamais sur la pratique, ou du moins influent aussi peu qu'ils le soutiennent. Pollock et Leslie Stephen comparent la morale à la géométrie. Les hypothèses relatives à la réalité du devoir, nous dit Pollock, n'ont pas plus d'influence sur la conduite que les hypothèses relatives à la réalité de l'espace de ses dimensions et de ses dimensions. Pollock et Leslie oublient que si l'espace a 4 dimensions au lieu de 3, cela n'intéresse ni mes jambes ni mes bras, qui s'agiteront toujours dans les 3 dimensions connues. S'il existait au contraire pour moi un moyen de me mouvoir selon des dimensions nouvelles, et que cela pût m'être avantageux en quoi que ce soit, je m'empresserais d'essayer et je travaillerais de toutes mes forces à détruire mon intuition primitive de l'espace. C'est précisément ce qui arrive en morale. Tout un champ d'activité fermé jusqu'alors par le fantôme de l'idée du devoir s'ouvre quelquefois devant moi. Si je m'aperçois qu'il n'y a aucun mal réel à ce que je m'y exerce librement, mais au contraire tout bénéfice pour moi, comment n'en profiterais-je pas ? La différence entre les spéculations scientifiques ordinaires et les spéculations sur la morale, c'est que les premières indiquent de simples alternatives pour la pensée, tandis que les secondes indiquent en même temps des alternatives pour l'action. Tous les possibles aperçus par la science sont ici réalisables pour nous-mêmes. C'est à moi de réaliser l'hyperespace. Le résultat que nous prédit Spencer, disparition graduelle du sentiment d'obligation, pourrait donc s'obtenir d'une toute autre manière que celle dont il parle. L'obligation morale disparaîtrait non pas parce que l'instinct moral serait devenu irrésistible, mais au contraire parce que l'homme ne tiendrait plus compte d'aucun instinct, raisonnerait absolument sa conduite, déroulerait sa vie comme une série de théorèmes. On peut dire que pour Vincent de Paul, l'obligation morale, dans ce qu'elle a de pénible et d'austère, avait disparu. Il était spontanément bon. Mais on peut dire aussi que pour Spinoza, elle avait également disparu. Il s'était efforcé de combattre tout préjugé moral. Il obéissait à un instinct que dans la mesure où il pouvait l'accepter de propos délibérés. C'était un être plutôt rationnel que moral. Il subissait non plus l'obligation toujours obscure et pour ainsi dire opaque provenant de sa nature morale, mais l'obligation claire et comme transparente provenant de sa raison. Et là où cette obligation lui imposait une souffrance quelconque, il devait éprouver ce sentiment stoïque et d'origine intellectuelle, la résignation, plutôt que ce sentiment chrétien et d'origine mystique, la joie débordante du devoir accompli. Quiconque s'analyse à l'excès est nécessairement malheureux. Si donc il est possible que l'esprit d'analyse coûte un jour à quelques-uns leur moralité, il leur coûtera en même temps le bonheur. Ce sont de trop grands sacrifices pour qu'ils puissent jamais tenter beaucoup de gens. Pourtant, la tâche du philosophe est de raisonner ses instincts mêmes. Il doit s'efforcer de justifier l'obligation, quoique l'effort même pour justifier le sentiment moral risque de l'altérer, en rendant l'instinct conscient de lui-même, en rendant réfléchi ce qui était spontané. Cherchons dans le domaine des faits, où nous nous sommes renfermés méthodiquement, toutes les forces qui pourront lutter contre la dissolution morale et suppléer ainsi l'obligation absolue des anciens moralistes. Les analyses précédentes aboutissent à cette conclusion qu'être moral, c'est, en premier lieu, sentir la force de sa volonté et la multiplicité des puissances qu'on porte en soi. En second lieu, concevoir la supériorité des possibles ayant pour objet l'universel sur ceux qui n'ont que des objets particuliers. La révélation du devoir est à la fois la révélation d'un pouvoir qui est en nous et d'une possibilité qui s'étend au plus grand groupe d'êtres sur lesquels nous ayons action. Il y a quelque chose d'infini perçu à travers les limites que l'obligation particulière nous impose, et cet infini n'a rien de mystique. Dans le devoir, nous sentons, nous éprouvons, comme dirait Spinoza, que notre personnalité peut se développer toujours davantage, que nous sommes nous-mêmes infinis pour nous, que notre objet d'activité le plus sûr est l'universel. Le sentiment d'obligation ne s'attache pas à un penchant isolé proportionnellement à sa seule intensité. Il est proportionnel à la généralité, à la force d'expansion et d'association d'un penchant. C'est pour cela que le caractère obligatoire des tendances essentielles à la nature humaine croît à mesure qu'on s'éloigne de la pure nécessité inhérente aux fonctions grossières du corps.
Nous avons donc marqué en résumé les 3 stades suivants dans le développement de l'instinct moral. 1. Impulsion mécanique, ne faisant qu'apparaître momentanément dans la conscience pour s'y traduire en penchant aveugle et en sentiment irraisonné. 2. Impulsion entravée sans être détruite, tendant par là même à envahir la conscience, à s'y traduire sans cesse en sentiment et à produire une obsession durable. 3. Idée force, le sentiment moral groupant autour de lui un nombre croissant de sentiments et d'idées, devient non seulement un centre d'émotion, mais un objet de conscience réfléchi. L'obligation naît alors avec c'est une sorte d'obsession raisonnée, une obsession que la réflexion fortifie au lieu de la dissoudre. Prendre la conscience de devoirs moraux, c'est prendre la conscience de pouvoir intérieur et supérieur qui se développe en nous et pousse à agir, d'idées qui tendent à se réaliser par leur force propre, de sentiments qui, par leur évolution même, tendent à se socialiser, à imprégner de toute la sensibilité présente dans l'humanité et dans l'univers. L'obligation morale, en un mot, est la double conscience. Premièrement, de la puissance et de la fécondité d'idées forces supérieures se rapprochant par leur objet de l'universel. Deuxièmement, de la résistance des penchants contraires et égoïstes, la tendance de la vie au maximum d'intensité et d'expansion et la volonté élémentaire, les phénomènes d'impulsion irrésistible, de simple obsession durable, enfin d'obligation morale, sont le résultat des conflits ou des harmonies de cette volonté élémentaire avec tous les autres penchants de l'âme humaine. La solution de ces conflits n'est autre chose que la recherche et la reconnaissance du penchant normal qui renferme en nous le plus d'auxiliaires, qui s'est associé au plus grand nombre de nos autres tendances durables et qui nous enveloppe ainsi des liens les plus serrés. En d'autres termes, c'est la recherche du penchant le plus complexe et le plus persistant, tout ensemble. Or, ces caractères appartiennent au penchant vers l'universel. L'action morale est donc comme le son qui éveille en nous de plus harmonique, les vibrations les plus durables, en même temps que les plus riches.